Bonjour à tous et bienvenue à ce premier webinaire Back to the Future of Energy, organisé par le Cluster Tweed en collaboration avec Agoria et le pôle Wagralim. Nous avons donc ici une série de 5 webinaires qui seront proposés tout au long de ce premier quadrimestre, donc jusqu'au mois de juin en réalité, qui feront la part belle aux solutions que nous avons en Wallonie, qui vous permettront d'atteindre les objectifs qu'on s'est fixés globalement ces prochaines années pour arriver en 2030 et en 2050 à une neutralité carbone totale en 2050. Voilà, donc ici, je m'appelle Renaud Dachouf, donc je représente le Cluster Tweed. Cluster Tweed, très rapidement, avant de rentrer dans le vif du sujet, on rassemble plus de 200 acteurs de l'énergie durable en région wallonne et une partie aussi maintenant sur le secteur de l'eau, avec le cluster H2O qu'on a lancé l'année passée. On organise des événements comme celui-ci et évidemment des événements présentiels également. Et vous avez donc sur notre site une série d'agendas, de rencontres qu'on organise auxquelles vous pourrez nous rencontrer ces prochains mois, avec par exemple ici une petite sélection d'événements liés à l'hydrogène, avec un événement à Spa-Francorchamps qui rassemble le Heavy Duty Mobility sur le circuit avec des camions hydrogène qui viendront là-bas. On a notre assemblée générale qui se fera au Château Bayard le 4 avril, où on fera la part belle aux infrastructures, à leurs challenges et à la façon dont vous pourrez aussi, ou nos membres pourront répondre aux challenges des infrastructures de réseau de distribution et de transport d'eau et d'énergie. Ça va être assez intéressant. Il y a donc aussi des webinaires sur les calls R&D, RANET, batterie qu'on encadre également avec le SPOE et la commission. On a ici un rendez-vous à Tinlos sur le site de Biomet qu'on organise avec Valbium pour essayer de développer des nouveaux modèles de partage d'énergie. On parlera d'électricité aujourd'hui, mais également de gaz et de molécules à ce moment-là, le 23 mars. Et le 16 mars, une rencontre aussi ici où on va, donc qui se fera en ligne, où on va essayer de faire l'état des lieux de l'économie hydrogène, Belgique, Flandre, Wallonie évidemment, Pays-Bas et Allemagne, avec un projet où on essaie de créer un maximum de liens entre toutes ces activités-là, et puis un webinaire alors le 1er mars, tout bientôt, sur l'export et les barrières à lever pour faciliter l'export en Afrique du Nord notamment. Donc voilà, tout ceci sur notre site web. Et maintenant, on peut revenir à nos moutons. Donc, 5 sessions, la première qui se passe aujourd'hui. La seconde, on fera la part belle à ce moment-là aux différentes roadmaps, wallonne, flamande, belge, pour pouvoir essayer d'avoir un peu, de savoir où on veut aller exactement, quels sont les moyens, quels sont les scénarios possibles qui vont être déployés. Le troisième événement qui sera orienté stockage mutualisé avec de l'innovation, des solutions très pratiques et des nouveaux marchés qui s'ouvrent aussi. Et le quatrième événement, la quatrième session sera organisée en collaboration avec Agoria sur les nouveaux accords volontaires, donc de nouveaux accords de branche qui vont foncièrement changer, en tout cas qui vont permettre aussi de réaliser certainement une grande partie d'objectifs qu'on s'est fixés. Et le dernier, on devait terminer par cette thématique-là, le plan borne wallon qui est en préparation, qui est en consultation pour l'instant, qui va déployer 6000 bornes en région wallonne avec un planning assez serré derrière. Et on abordera évidemment le V2G pour avoir aussi un peu cet aspect Back to the Future. Voilà, donc très rapidement, pour déjà vous utiliser un petit peu la session 2, on a la confirmation du cabinet du ministre de l'énergie et du climat qui nous parlera du PASS, donc plan énergie-climat wallon, PASS 2030, le 21 mars. On aura Vito Énergieville qui présentera le PASS 2050, qui est vraiment un scénario très bien ficelé enfin 3 types de scénarios bien ficelés qui sont concrets, qui permettront, avec tout un mix énergétique derrière, de réaliser cette décarbonation 2050. Et on aura nos homologues flamands, Flux 50, Flux 50, qui présentera alors leur technologie. Ils feront un peu ce qu'on fait maintenant, résumé sur une demi-heure, pour montrer un peu les pépites flamandes qui sont toujours inspirantes aussi pour nos industries, nos consommateurs wallons.
Voilà un petit peu. Donc aujourd'hui, ici, on se retrouve autour de la fourniture renouvelable de demain. Je vais introduire les orateurs qui vont nous faire l'honneur de rentrer dans le vif du sujet de manière beaucoup plus compétente que moi et je vais les introduire avec, une première mise en situation, premier tableau en tout cas du schéma de distribution qu'on l'on a en région wallonne, en Belgique et en Europe fon foncièrement, qui est foncièrement le même pardon, dans toutes les régions. Donc on parle de fourniture d'énergie ici, d'électricité plus spécialement aujourd'hui, avec évidemment bien ce flux que tout le monde connaît, qui est l'énergie qui est produite à un endroit, qui est transportée, qui est distribuée et qui est consommée. Donc ça, c'est le flux de base, donc évidemment qui nous permet de faire tourner nos ordinateurs aujourd'hui, ce matin. On a évidemment, tout un volet de services qui sont liés à cette fourniture. Donc il y a au-delà de l'électron, il y a tout le service d'infrastructure qui est derrière, qui représente, allez, grosso modo, qui représentait historiquement plus ou moins 50 de la facture, hein, donc sur ces 2 flux, le noir et vert, en tout cas pour le résidentiel. Et qui est aussi une part importante, souvent méconnue dans la facture. Donc c'est aussi une composante très importante. Et c'est là qui va peut-être nous intéresser un peu plus aujourd'hui, il y a un deuxième flux qui n'est plus un flux physique, mais qui est plutôt un flux de marché, qui est le flux de garantie. Donc on connaît les certificats verts, il y a d'autres garanties d'origine qui vont être présentées aujourd'hui et qui permettent de se dire, ben, tiens, en fait, moi, dans ma facture finale ici, où je retrouve un petit peu tous ces trois éléments-là, d'où vient mon courant, d'où vient mon électron, j'ai une garantie qui soit vert. Alors, il y en a qui ont beaucoup joué avec ça ces dernières années. On va essayer maintenant d'avoir du courant local, le plus local possible, avec des nouveaux modes de partage dont parleront les orateurs ici d'énergie également. Et donc tout ça va nous amener évidemment une nouvelle considération, un nouveau paradigme en tout cas pour considérer ces flux d'énergie, qu'on appelle flux d'énergie, mais qui sont bien plus que ça au final. Donc, l'énergie qui est produite par un producteur, donc c'est lui qui fait le balancing, donc qui achète une partie de production, donc historiquement, donc grosse centrale, Tihange ou d'autres centrales gaz. Maintenant, de plus en plus aussi de renouvelables, on y reviendra. On a des services qui sont donnés par un GRD ou un GRT, donc sur le transport, enfin souvent les deux en fait. Donc c'est Elia le GRT et les GRD principaux, Ores, Reza et les autres petits GRD wallons. euh, qui s'occupent alors à ce moment-là de tout ce qui est le réseau infrastructure. Et évidemment, tout ce qui est garanti, on a les certificats dont on connaît, qui sont régulés, dont toutes les transactions sont arbitrées par la COAP, qui correspondent aussi des guidelines du gouvernement en termes de quotas, d'obligations de rachat, etc. Donc voilà, ça c'était un peu l'organisation qu'on avait avant. Maintenant, doucement, on voit qu'on va vers une autre type d'organisation. Donc, les productions sont plus des grosses centrales, mais plutôt des petites centrales renouvelables. Et on espère qu'il y en aura de plus en plus qui se déploient un peu partout sur le réseau. Le réseau, du coup, qui ne devient plus un réseau de facto, en tout cas, qui ne devient plus structuré, qui devient de moins en moins centralisé, mais plus en plus organisé par maille, par échange. Donc, la logique aussi des GRD, il y a des beaux challenges pour eux, je pense, là-dedans aussi, dans cette transition pour faire face à ces nouveaux flux et la nouvelle façon dont ils sont orientés. Et évidemment, le consommateur qu'on identifiait comme isolé maintenant, eh bien, sera peut-être aussi à l'avenir considéré comme un groupement de consommateurs. Les consommateurs pourront se grouper pour mutualiser, en tout cas, toute une série de facteurs qui permettront de rendre des services au réseau et permettre surtout, c'est le but principal, une plus grande percée eh bien, d'énergie renouvelable sur le territoire wallon et sur nos réseaux. Donc ici, pour parler un peu de tout ça plus en détail, nous avons trois experts qui vont vous faire chacun en 20 minutes un slot de présentation précis sur une partie de ce dont on vient de parler. Et on terminera par une session de questions-réponses donc, qui se passeront via le chat. Donc n'hésitez pas, il y a un petit bouton vert en bas en bougeant la souris, vous allez le trouver, discuter, c'est le chat. Posez vos questions là-bas, tout le monde pourra les lire effectivement. Et c'est mon collègue Cédric et moi qui feront alors à ce moment-là eh bien, qui adresseront les questions aux orateurs en fin de session. Et les orateurs pourront aussi évidemment y répondre au fur et à mesure s'ils le souhaitent durant la session.
Donc, on va commencer par un premier point qui est le marché de l'énergie et les contrats énergétiques qui seront présentés par Broptimize, donc une société de référence dans le domaine avec une approche 360 degrés. Ce sera Vincent Brossel, le directeur commercial, et Maximilien Head, qui est account manager, qui nous parleront un peu de tous ces nouveaux contrats d'énergie, de façon en tout cas de contracter de l'énergie. Et donc Optimize, ce sont des consultants indépendants de tous les fournisseurs et qui sont 70 employés, dont 40 ingénieurs, qui seront là pour vous expliquer, pour vous fournir ce genre de service. En second lieu, on abordera alors la décarbonation des entreprises avec un focus sur les EAC, donc les certificats d'attribution énergétique. Donc, c'est un autre type de certificat de garantie quelque part. Et donc là, on aura 2 orateurs également. Donc, ce sera Florian Bauchet, qui est un ingénieur du secteur bancaire, qui est maintenant responsable commercial de la région Europe et Europe de l'Ouest, et qui est spécialement dédié à la décarbonation des entreprises. Et Brieux Feneuil, donc un ex-trader, portfolio manager de Total Empiris, et qui maintenant s'occupe du trading de garantie d'origine et certificats verts sur le marché belge et suisse. Et donc, ils ont également développé l'offre PPA chez STX, donc PPA pour Power Purchase Agreements, dont certains sont posé la question dans le titre de l'exposé du jour. Et donc, c'est les contrats d'achat d'énergie renouvelable, producteurs, consommateurs. Et enfin, nous terminerons par Charles Delay, donc, qui nous parlera des nouveaux modèles de fourniture et du nouveau rôle de ce fournisseur d'énergie dans cette galaxie des acteurs de l'énergie et des nouveaux marchés, en tout cas. Et donc, Charles est CEO d'Ology, donc un ingénieur civil électricien qui a fait un master en gestion par la suite. Et donc, il a toute une expérience dans le conseil en transformation d'entreprise, dans des secteurs digitaux, IBM, NRB, Tractebel, et maintenant, donc chez Ology, ils s'occupent de tout ce qui est édition des logiciels, donc facturation, RPGRD, nouveaux usages, pour devenir, et sont en passe de devenir en tout cas le leader européen sur le marché de l'énergie et du gaz. Et donc, ils vont nous parler ici justement de ces nouveaux usages autour de la fourniture. Donc, voilà, je vais maintenant directement laisser la parole à nos premiers orateurs. Si, hop, j'arrête le partage d'écran, s'ils veulent bien se manifester. Hop. Et voilà. Voilà, on voit les slides. Hop. OK, Voilà, c'est bon. bonjour à tous. Oui, merci Renaud pour l'introduction. Bonjour à tous. Donc, je vais faire une brève introduction. Donc, moi, c'est Vincent Brosset. Je vais faire une brève introduction de Broptimize et vous reparler brièvement du contexte de l'énergie. Ensuite, Maximilien Head, qui est Key Account Manager chez nous et spécialiste des grands comptes, il va aussi vous expliquer un peu le contexte et les systèmes d'achat d'énergie, etc. Donc, pour Broptimize, on est consultant de référence en matière de transition énergétique. Quand on dit qu'on est consultant, comme Renaud l'a expliqué, il faut savoir qu'on ne travaille pas pour des fournisseurs, on ne travaille pas pour des prestataires, on travaille uniquement pour le client et on a une approche 360 au niveau de la transition énergétique. Concrètement, notre rôle, c'est de guider les entreprises, les organisations dans cette transition énergétique et venir avec nos ingénieurs, donc nos 40 ingénieurs spécialistes dans le domaine, avec des solutions et la mise en place d'idées et de projets afin de bien réussir cette transition énergétique. Pour nous, la transition énergétique, elle passe par 4 volets. Et quand je dis pour nous, c'est de manière générale et pour toute société de ce type-là. Il y a le premier élément qui est s'intéresser à ces contrats de fourniture parce qu'évidemment, ça a fortement changé. Il y a eu beaucoup de changements à ce niveau-là. Il est intéressant de mieux comprendre comment sont constitués à présent les contrats de fourniture et quelles sont les démarches qu'il faut faire auprès des fournisseurs. Deuxième élément pour faire une bonne transition énergétique, c'est la diminution de sa consommation. Donc, faire en sorte que ces bâtiments soient optimales. Ça, c'est une chose. C'est process industriel aussi. Et donc, bien comprendre où partent les flux énergétiques et essayer de trouver des solutions pour diminuer cette consommation d'énergie. On arrive ensuite au troisième point qui est la production d'énergie. Donc, il est important aussi pour les entreprises et de plus en plus indépendants des fournisseurs et essayer de produire eux-mêmes leur énergie. Et puis surtout, et ça j'insiste sur le surtout, c'est de suivre ces moyens de production et ces moyens de consommation et venir avec des solutions concrètes
pour avoir un suivi régulier. Et donc, quelque part, c'est ça, cette approche 360. On arrive à cette approche 360, donc il y a 4 piliers. Donc, s'intéresser à ces contrats de fourniture, c'est notre bureau d'expertise marché. Et là, Maximilien va expliquer un peu comment il travaille et comment il fonctionne. Mais concrètement, c'est la gestion des contrats d'énergie, gestion des contrats d'injection, vérification des factures, démarches administratives. Donc, les entreprises se déchargent quelque part de tout ce volet énergie. Il faut savoir que le volet énergie représente des coûts énormes pour les entreprises. C'est plusieurs pourcents dans cette partie-là. Et donc là, il est intéressant d'avoir un externe, un expert dans ce milieu-là, vu la complexité actuelle du marché. Deuxième élément, c'est le bureau technique et nos bureaux d'études techniques qui s'occupent de diminuer la consommation et produire son énergie. Donc, concrètement, et Renaud en a parlé, les accords de branche, ces audits qui deviennent de plus en plus obligatoires, c'est quelque chose qu'on fait, des études de préfaisabilité ou faisabilité, aussi pour la mise en place de projets concrets qui ont pour objectif de diminuer sa consommation d'énergie ou de produire son énergie. Et puis après, il y a un bureau de maintenance pour les suivis et le monitoring de la consommation et de la production afin d'avoir une vue en temps réel de qu'est-ce qui consomme quoi, à quel moment, et justement arriver à trouver les failles dans certains process industriels pour les améliorer et améliorer ça par la mise en place de différents projets. Je vais faire, mais vous le connaissez tous, hein, mais c'est pour vous expliquer le contexte au niveau de l'énergie. C'est ce fameux Green Deal, comme l'a rappelé Renaud, avec les objectifs de 2050. C'est des textes et des lois qui ont été votés au niveau de l'Europe. Et maintenant, les États et les régions doivent s'y soumettre. Et pour s'y soumettre et pour arriver à cet objectif-là, il y a différents incitants qui ont été mis en place pour arriver à cet objectif de 0% pour 2050. Des incitants, c'est un, au niveau de l'énergie, c'est de décarboner le secteur de l'énergie. Au niveau des bâtiments, il y a des incitants qui poussent les entreprises à rénover leurs bâtiments pour diminuer leurs factures. Au niveau des industries, aider les entreprises à innover pour aussi qu'elles deviennent un acteur dans ce fameux Green Deal. Et puis la mobilité, vous connaissez aussi tous les incitants de mobilité douce, etc. Si on arrive un peu en détail là-dessus, mais si on prend le premier élément qui est décarboner le secteur de l'énergie, ici rapidement, c'est un graphique une tarte qui représente le mix énergétique en 2021 en Belgique. Et vous voyez qu'en 2021, c'était 50% quand même du nucléaire, 30% via les turbines au gaz et plus ou moins 18% via le renouvelable. Tout ce qui est nucléaire, que vous voyez en bas, donc le bleu clair, la Belgique a décidé d'arrêter et on a bien vu avec Tihange récemment et puis Doel qui va suivre et ainsi de suite. Et donc, on va diminuer quelque part cette partie du nucléaire petit à petit. Le rouge au-dessus à droite, c'est les turbines au gaz. Et donc là, c'est l'Europe qui nous impose à arrêter cette partie-là. Et donc concrètement, le mix énergétique va complètement changer en Belgique et dans tous les États européens. On aura de plus en plus de renouvelables, ce que ça implique pour les fournisseurs, c'est de l'investissement parce qu'eux vont devoir investir dans le renouvelable. Ça, c'est une chose. Et cet investissement, on suppose que ça va aussi être répercuté dans les coûts pour les entreprises, pour les particuliers, parce que les fournisseurs vont devoir investir dans le renouvelable. Ça, c'est un élément. Le deuxième élément aussi, c'est les GRD. ORES, RESA, que vous connaissez. Actuellement, le ROUTI n'est pas équipé pour le renouvelable. Pourquoi est-ce que je dis qu'il n'est pas équipé pour le renouvelable? Parce que le nucléaire, c'est facile. Ça se produit en permanence, le jour, la nuit. Qu'il y ait du soleil, qu'il y ait du vent, ça continue, c'est continu. Tandis qu'ici, au niveau du renouvelable, on dépend du vent, on dépend du soleil pour certaines technologies. Donc, il faudra réinvestir dans le matériel au niveau des GRD pour avoir des systèmes de batterie pour stocker à certains moments parce que la météo n'est pas pour le renouvelable actuellement. Et donc, eux aussi vont devoir changer leurs outils, leur matériel. Et encore une fois, ces investissements des GRD, il y aura une répercussion au niveau des entreprises, au niveau des industries. Et donc, dans sa facture d'énergie, on croit et on suppose, de par ce mix énergétique qui va être chamboulé, que ça va être tendu. Et donc, là aussi, le marché de l'énergie va continuer à avoir une augmentation. Ça, c'est les coûts d'énergie boursiers. Hein, donc, il n'y a pas l'aspect GRD, il n'y a pas la marge du fournisseur, etc. Donc, c'est la bourse quelque part. Donc, comme vous voyez, au-dessus, c'est l'électricité, en bas, c'est le gaz. Et donc, on voit que de 2017 à 2021, le marché était relativement flat, simple quelque part. Et donc, on était aux alentours du 50 € du mégawattheure pour l'électricité. Au niveau du gaz, comme vous voyez en bas à droite, on était aux alentours des 20 € du mégawattheure, un marché simple. Puis après, il y a eu l'après-Covid.
il y a eu les problèmes de Poutine, etc. Donc, toutes sortes de choses qui ont fait en sorte que la bourse est enflammée quelque part. Et donc, on a eu ces grosses augmentations-là. Maintenant, ça rebaisse aussi au niveau de l'électricité, au niveau du gaz. Mais il faut savoir que l'électricité, on peut l'acheter 3 ans à l'avance, le gaz, 5 ans à l'avance. Et donc là, quand on voit les chiffres qu'on nous annonce pour de l'achat actuellement, pour de la consommation future, donc pour 2024, 2025 et 2026, comme vous le voyez, on n'est toujours pas aux 50 euros et on n'est toujours pas aux 20 euros, mais on est plus aux 123 euros pour 2026 pour l'électricité et 37 euros pour le gaz. Et donc là aussi, tout nous montre que le marché de l'électricité et du gaz sera toujours un marché avec des coûts beaucoup plus importants qu'auparavant et donc des factures d'énergie qui vont continuer à être importantes pour les entreprises et pour les industries. Au niveau du Green Deal, si on parle des incitants, il y a des incitants au niveau des bâtiments. Donc, comme vous voyez, le précompte immobilier va être calculé sur la base de la performance énergétique. C'est déjà le cas en France, ça va arriver aussi en Belgique, donc en région wallonne, en région bruxelloise. Idem pour les droits de succession et d'enregistrement. Et donc, quelque part, tous ces incitants-là vont faire en sorte que les industriels, que les propriétaires vont commencer aussi à s'inquiéter de leurs bâtiments et vont tenter donc d'avoir des bâtiments nickel d'un point de vue énergie. C'est la même chose pour les industries. Actuellement, on a parlé des accords de branche. Donc là, il y a des obligations d'audit au niveau des industries. Ils sont en cours de modification. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont s'élargir, pas uniquement pour les grandes entreprises, mais de plus en plus aussi pour les TPE, les PME, les moyennes entreprises qui vont avoir des audits qui sont obligatoires. Actuellement, ce n'est pas encore obligatoire pour ce type de société. Et il y a des aides au niveau de la région wallonne. À partir du moment où ça va devenir obligatoire, les aides vont sans doute diminuer. Donc, tout intérêt à mettre en place des solutions actuellement. C'est la même chose pour la mobilité. Donc là, vous connaissez tous ces incitants, la mobilité douce, déductibilité fiscale, donc de plus en plus des véhicules hybrides, électriques, parce que c'est avantageux pour les entreprises. Et donc, tous ces éléments-là sont des incitants concrets pour arriver à l'objectif de 2050 des fameux 0%. Et donc, nous, comment on s'inscrit là-dedans? On s'inscrit via ces 4 pôles-là. Et on va rentrer maintenant dans le vif du sujet avec un de nos pôles qui s'intéressait à ces contrats de fourniture. Et c'est Maximilien Aide qui est le responsable à ce niveau-là et le contact avec nos clients au niveau des grandes entreprises. Et je vais lui laisser la parole. Bonjour à tous. Donc voilà, comme Vincent a pu vous l'expliquer, ici on va vraiment parler de s'intéresser à ces contrats de fourniture. Donc on a bien vu que depuis 2022, on a de plus en plus d'obstacles pour pouvoir gérer son contrat d'énergie tout seul. Il y a eu des modifications sur le marché, on a eu la fin des contrats fixes, les factures d'énergie n'étaient déjà pas toujours compréhensibles pour certaines personnes. Mais donc aujourd'hui, avec les différents types de contrats qu'on peut avoir, ça devient encore un peu plus complexe. Il y a la flexibilité qu'on va avoir sur le volume d'énergie qu'on peut acheter. Avant, on pouvait demander pour acheter 1000 MWh. Si on en consommait 1200, ça n'avait pas beaucoup d'impact. Mais aujourd'hui, au vu du marché, les fournisseurs préfèrent ne plus offrir cette flexibilité totale. Et on a même eu le cas de certains fournisseurs qui ont pu faire faillite. Donc, ça pose quand même pas mal de problèmes pour les consommateurs finaux. En fait, ici chez BroOptimize, ce qu'on a décidé de proposer, c'est de voir comment on pouvait faire pour stabiliser au mieux le budget d'énergie des entreprises. Donc, comme on disait avant, c'était quand même assez facile de demander des offres à des fournisseurs d'énergie et de comparer les offres. On regardait la formule du fournisseur avec la marge qu'il prenait, on regardait la contribution énergie verte et la redevance annuelle. C'était vraiment les 3 éléments qui variaient quand même assez fort dans les factures des clients. Mais aujourd'hui, en fait, il faut prendre en compte la flexibilité, elle peut se négocier. Il y a des pénalités qui vont résulter du non-respect de la flexibilité, donc ça doit être négocié aussi. On va pouvoir s'intéresser aussi au contrat au clic. Donc, on valide une formule de prix avec un fournisseur qui nous autorisera de cliquer au fur et à mesure de l'évolution du marché avant le début de la fourniture ou alors même jusqu'à 1 mois avant. Ça dépend des types de contrats qu'on peut avoir. Mais donc, il faut négocier le nombre de clics qu'on peut avoir et chaque clic a un coût. Donc là, de nouveau, on peut avoir une marge qui parfois est un petit peu cachée. Mais donc, voilà. Donc, nous, pourquoi on a décidé de mettre en place la proposition stratégie? Donc, en fait, juste après, je vous expliquerai une des stratégies qu'on propose à certains de nos clients qui ont un profil un peu plus conservateur, on va dire, et qui veulent absolument connaître leur budget au plus tard 1 an avant le début de la fourniture.
Donc, l'idée, c'est de toujours bénéficier d'une marge optimale. Donc, chez Optimize, grâce au portefeuille de clients, on va pouvoir aller faire les achats groupés, donc mettre en sorte plusieurs entreprises afin de réduire la marge que prend le fournisseur. En ayant défini un contrat au clic, ça permet à un moment, si le marché diminue, de profiter d'un prix qui serait historiquement en bas. Mais à l'inverse aussi, ça permettrait, si le marché commence à remonter, de limiter une hausse du marché. Donc voilà, l'idée en fait pour ce genre de clients qui sont un profil un peu plus conservateur, c'est vraiment d'anticiper le budget annuel avec différents scénarios 2 ans avant et 1 an avant de connaître le budget exact. Donc pour faire ce type de contrat, nous on l'expliquait bien, c'est un contrat au clic qu'on ferait sur une durée de 3 ans sur le marché, l'indexcal, et on demande 4 clics par an pour 25% des consommations. Donc, à chaque fois qu'on fait un clic, ça fixe 25% de la consommation à un certain prix. Il y a d'autres possibilités dans les stratégies qui permettraient, par exemple, de laisser une partie du contrat, une partie de l'énergie en variable, donc d'être plus sur un marché spot. Voilà, ça, c'est vraiment à définir avec chaque client un peu au cas par cas pour pouvoir coller au mieux à leur profil de risque et profil d'investisseur, si on peut dire ça comme ça. Donc, concrètement, comment ça se passerait pour effectuer les clics? La première chose à faire, c'est de définir un prix de référence. Donc, on prendrait le prix au 1er janvier qui nous servirait de prix pour pouvoir aller cliquer. Les seuils par rapport au prix de référence, nous, pour ce profil de client-là, on accepte que le marché monte de 20% ou diminue de 20% pour effectuer à chaque fois un clic de 25% de la consommation. Évidemment, si au moment on a le marché qui était 10% en dessous de la moyenne pondérée des dernières années, on pourrait cliquer la totalité des volumes pour les 3 années. De nouveau, ça à définir avec le client, mais dans ce cas-ci, ça nous autorise quand même, si on a vraiment un marché qui chute très, très fort, de quand même saisir l'opportunité. Et donc, les 4 clics, c'est par an avec 25% à chaque fois de la consommation d'énergie. Donc, en gros, concrètement, comment ça se passe? 2 ans avant le début de la fourniture, nous, on définit le prix de référence avec le client. Donc, c'est le prix du marché au 1er janvier. Donc, ça, en fait, ça permettra, grâce à la stratégie du plus 20, moins 20%, de communiquer au client un budget, en fait, qu'on aurait, entre guillemets, de référence. Donc, on aura un budget minimum et un budget maximum. Et à la suite du moment où on a défini ce prix de référence, on va commencer à suivre le marché, effectuer les clics pour qu'ils soient tous effectués 1 an avant le début de la fourniture. Donc, 1 an avant le début de la fourniture, on peut communiquer au client son prix exact. Donc, concrètement, en fait, c'est très bien pour la gestion budgétaire de l'entreprise. Il y a peut-être aussi un petit peu des défauts. On ne permettrait pas de saisir des opportunités de marché, mais voilà, c'est vraiment, il faut que ça s'adapte au profil de risque de chaque client. Donc ici, on voit sur les slides un profil, je veux dire, un peu plus clair de comment est-ce qu'on clique finalement. On clique à chaque fois 25% avant la fin du trimestre. Si jamais le marché n'a pas monté de 20% ou diminué de 20%, à la fin du trimestre, on clique quand même 25%. Donc, comme ça, on est toujours certain qu'avant le début de la fourniture, on aura cliqué les 100% de l'énergie. Et donc, on fait ça l'année Y-2, Y-1, l'année 1, et puis on continue, on peut négocier les contrats suivants. Donc, concrètement, ici, on pourrait donner un exemple. On pourrait partir pour un prix de fourniture pour 2026. On prend l'exemple théorique du marché qui est à 100 € le mégawattheure au 1er janvier. On peut communiquer au client qu'en 2026, le prix de son électricité sera au minimum de 59 € et au maximum de 161. Et donc, on peut voir que les clics sont à chaque fois effectués ici avec les plus 20% maximum ou les moins 20% minimum, on va dire. Ici, on peut prendre l'exemple un peu plus concret où là, on aurait effectué les clics. Donc, ici, on commencerait à veiller le marché au 1er janvier 24. Donc, le 1er janvier 24, le marché serait à 105 € le prix de référence, enfin à 100 € le prix de référence. À la fin du trimestre, ici, dans ce cas-ci, on n'a pas atteint les plus 20, moins 20, mais voilà, on arrive à la fin du trimestre, donc on clique à 105 € le mégawattheure. Ce 105 € devient nouveau prix de référence. Donc là, on voit que pour le deuxième clic, là, par contre, il est effectué parce qu'à un moment, on est descendu 20% en dessous. Et pour les 2 derniers trimestres, de nouveau, on n'a pas atteint le plus 20, moins 20. Et donc, finalement, le client connaîtra quand même son budget. Et donc, ici, dans l'exemple théorique, on arrive à 95 € du mégawattheure. Mais donc, l'idée aussi, c'est toujours, dans ce cas-ci concret, c'est toujours à la fin du trimestre d'aller quand même cliquer pour que le client connaisse son budget. Pour conclure, je vais revenir un petit peu sur le pourquoi en fait ça pourrait être intéressant pour une entreprise de confier la gestion de ses contrats d'énergie. L'idée, c'est quand même toujours d'aller minimiser la marge en fait finalement. Donc nous, grâce au volume de clients et au volume d'énergie qu'on va acheter, ça permet de réduire finalement la marge prise par le fournisseur parce que plus on achète de l'énergie, moins elle est chère.
On est là aussi pour faire un peu l'intermédiaire entre le client et le fournisseur. L'idée, c'est qu'il puisse se reposer sur nous pour que nous, on ait s'occuper de toutes les démarches administratives. Chaque année, il y aura un Key Account Manager qui va prendre contact avec le client pour organiser une revisite. De un, pour aller expliquer comment s'est passée la négociation des contrats, qu'est-ce qu'on a obtenu, comment vont être effectués les clics, définir avec le client la stratégie d'achat et la remodifier en fonction de l'évolution de l'entreprise, l'évolution du marché. L'objectif aussi de cette revisite-là, c'est d'aller sensibiliser directement nos clients sur l'optimisation énergétique qu'ils peuvent mettre en place. Donc là, en discutant avec eux, en faisant le tour de leur entreprise, c'est d'aller identifier quelles seraient les études intéressantes à mettre en place dans leur entreprise pour quand même continuer à les inscrire dans la transition énergétique. Donc voilà, en gros, la stratégie d'achat et d'avoir quelqu'un qui la suit, ça permet de saisir une opportunité avec un prix historiquement bas. Ça permettrait évidemment de bloquer le prix à un moment s'il venait à exploser. Et donc, nous, notre objectif aussi, c'est quand même de communiquer notre vision du marché de l'énergie aux clients et de les accompagner vraiment dans cette transition énergétique. Ce n'est pas juste le rôle de négocier le contrat d'énergie, c'est vraiment aussi d'aller un petit peu certains les secouer et leur faire prendre conscience de ce qui arrive. Donc, en faisant, nous, une veille juridique, on peut leur apporter déjà des solutions qu'ils peuvent mettre déjà en place aujourd'hui pour l'avenir. Voilà. Donc, voilà, je vais vous remercier pour cette partie de présentation qu'on a pu avoir sur la partie de l'achat d'énergie. Merci beaucoup, Vincent. Maximilien. J'ai trois questions. Tu as utilisé beaucoup, Maximilien, le terme clic. Est-ce que tu as une définition précise d'un clic? Comme ça, on met tout le monde à flot. C'est ça, tout à fait. Donc, en fait, le contrat au clic, donc au lieu de valider au lieu de valider un prix fixe directement avec le fournisseur, avant le début de la fourniture, on va peut-être valider le marché plus 10. Et avant le début de fourniture, on va devoir à un moment effectuer un clic. Ça revient en fait à faire un contrat fixe, mais on peut cliquer 4 fois. Donc, par exemple, on pourrait cliquer 10 fois, mais admettons, on peut cliquer 4 fois. Donc, si on clique 25% de la consommation à 100 € le mégawattheure, on a 25% de la consommation de l'année qui sera prise en compte à 100 €. Et donc, si on effectue les 4 clics, en fait, les 4 clics donneront le prix final en fait, du client. Si on clique à 100, 120, 100 et 120, par exemple, on arrive à un prix de 110 en moyenne, en gros, sur l'année. Ok, merci. Et du coup, est-ce que tu observes une transition de clics en pourcentage des mégawattheures annuels vers des clics en mégawatts puissance, du coup, capacité? Donc, ça peut dépendre. Il y a certains contrats qui proposent de faire ça, certains clients, mais voilà, ça nécessite quand même aussi un suivi au niveau de un suivi un peu plus pointu. De notre point de vue, on trouve qu'il faut un suivi beaucoup plus, plus spécifique de la pointe de puissance et des consommations d'énergie. Ça nécessite une meilleure maîtrise, on va dire, de son profil de consommation, si on peut dire ça. Donc, je vais dire que ça ne va pas s'appliquer à toutes les entreprises, mais ça peut s'appliquer, évidemment. Ok, merci. Et question sur le modèle économique de Broptimize, comment se rémunère-t-il sur la partie contrat d'énergie? C'est ça. Nous, on va directement être payé par notre client en fonction de sa consommation d'énergie, en fonction du nombre de compteurs qu'il va mettre en gestion chez nous. Donc, il paye un forfait annuel, je vais dire, chez nous. C'est un frais de consultance. Voilà. Tout à fait, qui permet la dépendance. Voilà, c'est ça. Oui. C'est grâce à ça qu'on peut continuer d'être indépendant. Alors, encore une question, soit de Vincent, soit de Maximilien. Qu'en est-il des possibilités de CPPA avec un producteur en remplacement de PPA classique avec un fournisseur? C'est plus complexe ça, comme question, je suppose. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore beaucoup mis en place. C'est des choses sur lesquelles on commence à travailler. Mais je pense qu'il y a d'autres intervenants qui pourront mieux répondre que moi à cette question. Oui, donc, tout à fait. C'est quelque chose qu'on suit, qui est en développement chez nous. Donc aujourd'hui, je vais dire, on ne va pas encore se positionner très clairement là-dessus. Voilà, mais c'est quelque chose qu'on étudie et qu'on voit comment on peut le rendre dans notre business model. Est-ce que ces stratégies d'achat qui ont été présentées, est-ce qu'elles sont appropriées pour tous les consommateurs? Non, pas pour tous. Voilà, comme je dis, ça dépend du profil de consommation, ça dépend de la taille de l'entreprise, ça dépend du profil de risque. Voilà. Mais quand on va faire un achat groupé, je vais dire pour des plus petites PME, par exemple, donc des entreprises qui vont consommer 50, 100 mégawattheures, là, à ce moment-là, en guillemets, on ne leur laisse pas le choix. Voilà. OK. OK, très bien. Merci beaucoup. S'il y a encore d'autres questions, on les reprendra à la fin dans la session de Q&A, puisque les deux orateurs vont compléter la formation qui a été présentée. Donc déjà, merci Vincent et Maximilien pour la présentation. Et on continue. Je redonne la parole à mon collègue Renaud. Super, merci.
Voilà, merci à tous. Effectivement, merci surtout pour le timing. Vous avez bien respecté. C'est vrai qu'il y a eu le temps de déjà adresser 2 ou 3 questions. Donc, on peut respecter ce fonctionnement-là, même pour les prochains orateurs. Je trouve que c'est vraiment très, très bien. Voilà, donc merci pour cette petite introduction sur les marchés de l'énergie qui sont effectivement tendus pour l'instant et qui vont encore quelques mois. Cette méthodologie aussi d'achat groupé par clic et par réservation, donc on rentre un peu plus dans le détail. Et ici, donc, on a donc STX qui va nous présenter maintenant eh bien, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre comme transaction pour essayer toujours d'avoir une énergie la plus efficace possible et la plus verte possible, évidemment. Et comment est-ce qu'on peut savoir qu'elle est verte? Donc voilà. Donc Florian et Brieux, je vous laisse le floor. Vous avez 20 minutes. Ça marche, merci beaucoup. Merci Renaud pour l'invitation. Bonjour à tous et j'espère qu'on pourra vous apporter dans ce webinaire de l'information utile à la prise de décision lorsqu'il s'agit de décarboner vos activités. Le programme pour aujourd'hui, donc 20 minutes qu'on va essayer de tenir, c'est 5 slides, du plus générique au plus spécifique. Donc on commencera. J'ai vu qu'il y avait des participants avec qui on est déjà en relation depuis un certain temps et peut-être d'autres qui connaissent un peu moins STX ou pas du tout. Donc l'idée, c'est de revenir sur un peu de contexte, quelle est notre place dans le marché, premier point. Ensuite, un exemple concret de la façon dont on peut accompagner un corporate dans le voyage complexe qui est celui de la décarbonation à travers l'ensemble de la supply chain. On verra les drivers réglementaires et volontaires qui se renforcent très fortement depuis plusieurs années. Et ensuite, les leviers de décarbonation sur quoi on peut agir, scope 1, 2 et 3. Et nous zoomerons bien évidemment en dernier sur la partie décarbonation du scope 2 avec le mécanisme de traçabilité des EACs et les solutions qui sont associées. Je ne me suis pas présenté, peut-être en 2 mots aussi. Donc Florian, je suis en charge des activités corporate lorsqu'il s'agit de la France et de la Grande-Bretagne, avec pour mandat d'accompagner les entreprises dans ce beau voyage vers la décarbonation de leurs activités. Peut-être Brieux, si tu veux dire 2 mots. Oui. Comme Renaud l'a bien dit au début, moi j'ai rejoint STX au mois d'août 2022 et je m'occupe du trading de garantie d'origine et de certificats sur la Belgique et la Suisse. Et donc STX. Brieux, excuse-moi de te couper. Brieux, on ne t'entend pas très bien. C'est fort saccadé par rapport à tout à l'heure, en tout cas. Non, non, c'est toujours saccadé. Ou si tu peux enlever ton casque éventuellement. Sinon, pour éviter de perdre du temps, je peux éventuellement commencer la présentation sur qui est STX. Globalement, fondé en 2005, on a commencé les activités sur base du marché du CO2, le CO2 coté. Aujourd'hui, on est actuellement… Ouais, on t'entend, Brieux. Ok, top. Je te laisse reprendre alors. Excusez-moi. Donc, STX Commodities a vu le jour en 2005 et au fur et à mesure des années, en fait, on a marqué notre empreinte sur le marché des commodités environnementales. On a d'abord commencé par le trading de droits d'émission ETS et à travers le temps, en fait, on a rajouté pas mal de produits et services sur notre scope. Actuellement, on traite plus de 50 produits, que ce soit des produits virtuels ou physiques. Alors, les produits virtuels, cela sera sous la forme de certificats et produits financiers. Et les produits physiques, cela sera principalement sous la forme de biofuel, par exemple. À titre de comparaison, on est aujourd'hui le plus gros acteur en Europe en termes de bilan financier. Et cela nous vaut une place dans le top 3 au niveau mondial. Et pour finir sur cette slide, le secteur connaît une importante croissance organique qui s'explique principalement par une augmentation de la demande des corporates de vouloir décarboner et par un certain dynamisme du marché qui permet la commoditisation de plus en plus de produits. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on agit concrètement? Alors ici, on voulait vous montrer un cas concret des émissions du supply chain mondial d'un acteur actif dans l'industrie automobile, avec plusieurs étapes intermédiaires menant à la commercialisation effective d'une voiture. Alors, ceci est un exemple simplifié qui reprend quatre étapes, mais en réalité, il y en a bien plus, et surtout pour un acteur dans l'industrie automobile. Premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est que le scope 3 du dernier maillon en aval de la supply chain représente en fait l'entièreté des émissions de toutes les étapes de la supply chain en amont.
Et c'est comme ça qu'on peut réellement se prendre connaissance de l'importance des émissions et non seulement à travers le scope 1 et le scope 2 du dernier maillon. Mais pour en revenir au cas concret, en fait, on commence donc par l'extraction du minerai de fer en Australie, puis son transport terrestre par bateau en Chine pour la fabrication d'acier. Ensuite, cet acier va être expédié en Europe pour la production finale des pièces et finalement transporté pour être assemblé sur différents sites. Toutes ces étapes, qu'il s'agisse de fabrication de transport, émettent du CO2, évidemment. Et ça nous permet de voir, en fait, assez logiquement, que les émissions sont assez décentralisées à travers le monde. Et cette décentralisation, en fait, va impliquer différentes réglementations et différentes options de décarbonisation, et cela à travers une variété de produits environnementaux. Exact. Et donc, vous l'avez compris, qu'il y a beaucoup de leviers, des contraintes différentes, un budget qu'il va falloir dépenser pour une seule et même tonne de carbone qui va varier beaucoup d'un pays à un autre. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir au mieux allouer son capital en utilisant les leviers disponibles, tout en s'alignant évidemment avec les politiques environnementales de chacun et promouvoir l'additionnalité souhaitée. D'un point de vue réglementaire et volontaire maintenant, donc c'est un enjeu de long terme, la décarbonation, c'est une course contre le changement climatique qui est favorablement encouragée par des dynamiques qui sont réglementaires d'un côté et des initiatives volontaires de l'autre. On a pu observer depuis les accords de Paris en 2015 une accentuation des réglementations qui va dans le bon sens d'ailleurs. Et pour ne nommer qu'elles, on a vu depuis 2 ans le décollage du marché des quotas européens, l'arrivée du CBAM, Carbon Border Adjustment Mechanism, donc en contrepartie à venir de la diminution des quotas gratuits. On va avoir beaucoup plus de politiques de disclosure avec l'impact qu'une entreprise peut avoir sur le climat et inversement, l'impact du climat sur la profitabilité et les business des entreprises. Des exigences de décarbonation au sein des supply chains, notamment aux USA, et plus largement des cibles de réduction d'émissions à l'échelle de nations, mais également à l'échelle de zones économiques. Et donc, en parallèle de ça, d'un point de vue volontaire, on va avoir des initiatives qui deviennent de plus en plus strictes sur les critères. Le Science Based Target Initiative, qui va pousser les entreprises à s'engager plus ambitieusement, à passer de 2 à 1,5% d'alignement, de 2 à 1,5 degrés en alignement. Le CDP qui va ajouter des critères de plus en plus qualitatifs, notamment sur les offsets, et le RE100, qui est une joint venture, si on veut, entre le Climate Group et le CDP, qui va derrière promouvoir des critères d'additionnalité à compter de 2024 et aussi plus de transparence à compter de 2023 sur les EACs utilisés. Et on viendra dessus par la suite. Si tu peux aller au slide suivant, s'il te plaît. Merci. Donc, avant de zoomer sur les EACs, peut-être faire un rapide résumé du voyage vers la décarbonation. Donc, quels sont les leviers à disposition? Ça a été mentionné rapidement avant par Broptimize, aussi sur la partie efficacité énergétique. Mais premier point, c'est clairement moins consommer. Utiliser les leviers technologiques et le potentiel d'efficacité énergétique. Au-delà de réduire les émissions, ça réduit aussi la facture et c'est assez important par les temps qui courent. Donc, pour cela, bien s'assurer, là où c'est disponible, de bénéficier pour améliorer les ROI des projets, des aides gouvernementales indirectes qui existent à travers les pays et pas qu'en France où le système des C2E existe, il y en a d'autres à travers l'Europe. 2, en parallèle de ça, c'est vraiment mieux consommer, donc agir sur le facteur d'émission. Donc, l'idée, c'est de passer d'énergie fossile, grise, vers de l'énergie renouvelable, décarbonée. Donc là, on peut agir à travers les différents scopes. Le scope 1, ça va être agir sur la fourniture de biométhane au lieu du gaz naturel, ou encore via du biofuel au lieu du fuel classique. Sur le scope 2, ça va être l'électricité d'origine renouvelable, très clairement, on y vient dans le slide qui suit, et agir sur le scope 3, qui est un peu plus complexe. C'est vraiment des actions plutôt à l'échelle de la gouvernance de l'entreprise, des actions de réduction ciblées, potentiellement au sein de sa chaîne de valeur. Et une fois qu'on parcourt et qu'on réalise ces 2 premières étapes, on va pouvoir parler de compensation, ou le dernier terme plutôt contribution. Donc là, c'est vraiment une contribution au-delà de sa chaîne de valeur, qui est estimée comme indispensable aussi par les grands organismes évoqués juste avant. Et donc, au-delà de ces leviers qui sont volontaires, donc à gauche de l'écran, on va retrouver des marchés qui sont réglementés, donc l'ETS étant éponyme en la matière, mais il y en a beaucoup d'autres. Il y a plus d'une vingtaine de marchés réglementés à travers le monde. Peut-être en Belgique, si on peut
donner 2 mots sur les certificats Oui, verts? sur cette partie réglementaire en Belgique, on est très bien placé pour donner un exemple. En effet, le mécanisme des certificats verts rentre très bien dans cette case. Typiquement, les autres produits qui vont se retrouver ici, ce seront des certificats qui vont prendre la forme de subventions indirectes. Les subventions seront alimentées en fait par un marché qui a été créé par le régulateur, dans lequel on retrouvera d'un côté les obligés et d'un autre côté les bénéficiaires de ces certificats. Et c'est les obligés qui vont devoir aller sourcer ces certificats auprès de ces bénéficiaires ou alors auprès d'intermédiaires. Voilà. Et donc, le cœur du sujet, les EACs, c'est quoi? C'est le mécanisme de traçabilité qui permet d'auditer ou de s'assurer qu'un mégawattheure d'électricité renouvelable, mais pas uniquement, a bien été injecté dans le réseau électrique. Un EACs est équivalent à 1 mégawattheure d'électricité injectée. Un EACs, c'est un certificat qui peut aussi avoir différentes appellations selon la zone considérée. Alors, en Europe, on va parler des garanties d'origine, les fameuses GO. Au UK, ça va être des RIGO. En Amérique du Nord, ça va être des REX. Et à l'international, au-delà des mécanismes spécifiques à chaque pays, on va pouvoir avoir le système IREC. Donc voilà, vraiment des noms différents selon les systèmes en place. Et donc, ces différentes catégories, JO, REC, IREX, etc., vont obéir à différents standards qui vont garantir leur crédibilité. Par exemple, en Europe, une garantie d'origine a une durée de vie de 12 mois. Et par opposition, un IREC n'a pas d'expiration, mais les grands standards assurent une utilisation dans les 18 mois après leur production. Alors, toujours sur le graphique en haut à gauche, pas forcément regarder tout de suite les différentes solutions en bas, comment ça marche? Donc, on a le producteur, donc premier maillon de la chaîne, qu'il soit renouvelable ou non renouvelable, qui va injecter de l'électricité dans le réseau. Au sein du réseau, donc il faut regarder le flux gris qui s'affiche à l'écran, au sein du réseau, tout est mélangé. Il n'est plus possible alors, lorsqu'on soutire l'électricité du réseau, de savoir quelle est la source de l'électricité. Est-ce que c'est du 100% éolien, solaire, nucléaire, etc. Et donc, on va pouvoir avoir en parallèle un flux bleu qui se matérialise à l'écran, qui est le flux de la certification de l'origine. Donc, comment ça se passe? Au moment de l'injection dans le réseau, on va avoir la production d'un certificat, l'émission d'un certificat qui va attester que le mégawattheure a bien été injecté et qui est tracé avec les différents attributs de ce certificat. Ce certificat-là, qui est une matière première qui est traitable sur le marché secondaire, va passer dans les mains de quelques traders, donc c'est le troisième point à partir de la gauche, à droite, avant d'être fourni aux fournisseurs d'énergie, qui va ensuite le fournir de manière packagée, souvent, au client consommateur final, le end consumer. On appelle ça le green tarif, la fourniture packagée. Donc, c'est l'électron plus un certificat associé. Alors, bien sûr, tous les certificats ne passent pas entre les mains de traders. Les fournisseurs d'énergie qui disposent de parcs de capacités renouvelables, par exemple, vont pouvoir récupérer les JO associés à ces productions-là et derrière le fournir ou pas, ou différentes JOs, au consommateur final dans le cadre d'offres green tarif. Donc ensuite, le dernier maillon de la chaîne, le corporate. Donc, comme beaucoup de corporates le font, il est possible de dépackager la fourniture de l'attribut vert, la molécule du certificat. Puisqu'en fait, vous l'avez compris, il n'y a pas de lien dans le cas d'un contrat de fourniture entre la molécule et la JO. Pourquoi les corporates font ça? Pour des raisons de coût, principalement. On va au plus proche de la source, donc optimiser la facture. Et surtout, je pense que c'est le plus important, pour des raisons de flexibilité. L'idée, c'est de pouvoir aligner les certificats qu'on va sourcer, autrement dit, promouvoir les actifs dont on a envie, l'aligner avec la politique environnementale de l'entreprise. Et donc, maintenant, on va passer en bas. Quels sont les différents leviers derrière pour promouvoir l'électricité d'origine renouvelable? Tout à droite de l'écran, on commencera par là, l'autoproduction, mentionné aussi par Broptimize juste avant. C'est faire l'usage, en d'autres termes, des terres et des surfaces qui sont à disposition pour créer de l'additionnalité, ajouter de nouvelles capacités sur le marché. Alors évidemment, j'invite tout le monde à le faire et on va être confronté néanmoins à des contraintes physiques en termes de couverture, parce qu'il est très difficile d'aller couvrir une grande partie de la consommation avec cette solution. La deuxième solution pour obtenir de l'électricité d'origine renouvelable, ça va être le green tarif, la fourniture packagée.
C'est une solution qui est pratique, effectivement, et si je caricature un peu, pardon, ça va être aller cocher une case en bas de la facture pour avoir des JO associés, et parfois, on va pouvoir avoir un peu de flexibilité dans le sourcing. Autre solution, le dépackage de l'EACs ou de la garantie d'origine, si on parle à l'échelle européenne. Donc, au-delà de l'avantage de coût, vous l'avez compris, aller au plus proche de la source, l'idée, c'est aussi de promouvoir l'additionnalité qui est souhaitée. Et par additionnalité, qu'est-ce qu'on entend? Il est possible de choisir la technologie qu'on va vouloir. C'est-à-dire, est-ce qu'on veut que de l'hydro, du solaire, de l'éolien, de géothermal, de la biomasse ou un mix de cet ensemble-là? Quelle proximité on va vouloir avoir recours en termes de proximité géographique, mais aussi temporelle. Géographique, est-ce qu'on veut sourcer une garantie d'origine produite par un actif au plus proche de ses points de consommation, ou est-ce qu'à l'inverse, on voudrait plutôt agir sur le budget, donc minimiser le budget et donc être plus large là où les mécanismes sont possibles, là où les grids sont interconnectés. Proximité temporelle, il est possible d'aller matcher la production à l'heure près, même parfois aux 15 minutes, c'est des choses qui se font. Pour ajouter encore une couche de crédibilité, potentiellement ajouter un label qui va garantir certaines caractéristiques des EACs. Il est également possible de promouvoir des actifs jeunes, ou plus ou moins jeunes, actifs jeunes et même sur des actifs qui ne sont pas encore commissionnés, qui ne sont pas encore construits. Donc, il est possible de s'engager. Et ça, c'est indispensable pour donner de la visibilité aux producteurs, aux porteurs de projets aussi, pour obtenir des financements. Et deux derniers points, peut-être dans les zones les plus complexes, je pense particulièrement à l'Amérique latine, l'Asie-Pacifique et certains pays d'Afrique où il est plus compliqué d'avoir de l'énergie verte. Les IACs dépackagés sont une solution qui est plus accessible en termes d'implémentation. Et puis le dernier, et puis on va pouvoir voir, mettre ça un peu en parallèle avec ce qui se passe sur la partie coût, il est possible d'aller couvrir l'engagement renouvelable, l'engagement de décarbonation sur le long terme. Donc, contrairement à la fourniture packagée qui va jusqu'à 2-3 ans, en l'occurrence, sur les EACs de manière dépackagée, JO par exemple, il est possible d'aller couvrir un prix, mais aussi l'approvisionnement en volume jusqu'à 10 ans dans le futur. Et pourquoi c'est important? Peut-être Brios, tu peux cliquer rapidement. Oui. Pourquoi? Parce qu'il y a un petit graphique qui devrait s'afficher. Hop. Absolument, merci. Pourquoi c'est important? Parce qu'on a constaté cette dernière année particulièrement un fort trend à la hausse, mais aussi une forte volatilité sur le marché des garanties d'origine, si on ne prend que l'Europe, avec un coût qui passe il y a un peu plus d'un an à 1 €, un peu moins, à jusqu'à fin de cette année 2022, fin d'année dernière, aux 11 € pour la garantie d'origine que je caractériserais comme la plus générique possible. Donc, une volatilité qui s'accentue et donc un besoin de sécuriser un budget sur le long terme et de sécuriser l'approvisionnement sur ces certificats qui permettent d'atteindre les engagements environnementaux. Donc là, on parle dépackagé et bien évidemment, si on veut sécuriser, faire d'une pierre deux coups et sécuriser le prix de l'énergie au-delà de 3 ans, il y a d'autres solutions que sur la partie PPA. Oui. Donc, comme Florian l'a dit, en fait, il y a moyen d'acheter des EAC en plus dans un contrat PPA ou Virtual PPA. Les EAC sont en fait très complémentaires avec des produits qui portent sur la sécurisation du prix de l'électricité, comme les corporate PPA ou les PPA financiers, parce qu'en fait, c'est la même source, c'est le même producteur, c'est le même projet. Sourcer des EAC ou ça d'un PPA va permettre d'avoir accès à des années très loin dans le futur, là où sur le marché libre, donc non packagé, il y aura moins de liquidité. Par exemple, sur 2032, il n'est pas possible d'acheter des garanties d'origine non packagées. Le corporate PPA et les PPA financiers sont des produits donc, qui visent à sécuriser le prix de l'électricité produit ou consommée. Et avec l'addition des EAC, on pourra garantir l'origine de l'approvisionnement et l'éventuelle additionnalité du parc renouvelable en question. Mais dans un webinaire ultérieur, on vous expliquera plus en détail toutes les spécificités des types de contrats PPA, corporate PPA, on-site PPA, financial PPA et d'autres qui existent actuellement sur le marché. Merci. Et peut-être pour faire un petit résumé, globalement, pour agir sur le scope 2, il en revient à ce que chaque entreprise veut atteindre. L'idée, c'est quelle est la cible? Est-ce qu'on veut fixer le prix de l'électricité sur le long terme, très long terme? Dans ce cas-là, une solution VPPA/PPA peut être à préférer. L'idée, c'est de savoir dans quelle mesure aussi, pour ne pas porter trop de risques dans le PNL. Si la cible, ça va être de promouvoir uniquement le renouvelable sans vouloir fixer le prix de l'énergie, alors potentiellement recourir à la solution EACs avec
plus ou moins d'additionnalité en fonction de votre stratégie environnementale. Et peut-être en feedback, globalement, ce qu'on constate chez nos clients, c'est qu'il n'y a pas une stratégie qui n'utilise qu'un seul levier, c'est toujours des stratégies multi-leviers, ce n'est pas l'un ou l'autre, mais c'est plutôt l'un et l'autre, avec des proportions qui vont dépendre grandement des business models, du secteur d'activité et de la stratégie environnementale propre. Merci beaucoup. Merci Florian, merci Brieuc. Je ne vois pas de questions, mais je pense qu'il faut laisser digérer parce qu'il y a du contenu. Bon, en tout cas, il y a deux éléments qui ressortent. C'est que l'importance du scope 3 en termes d'émissions par rapport au scope 1 et scope 2, quand on voit la dynamique qui a été mise en œuvre depuis on va dire les 15 dernières années en Wallonie avec les accords de branche, on s'est occupé d'abord du scope 1, vraiment sur le site en tant que tel. Efficacité énergétique, finalement des mesures incrémentales d'amélioration. On va gagner 10%, 5%, etc. Les quick wins, etc. Ça a été fait. Puis il y a eu les accords de branche deuxième génération qui ont permis de mettre de l'énergie renouvelable sur les sites, notamment la cogénération, etc. Puis avoir la réflexion de contracting qui est arrivée. Puis là, on a bien compris la place des types de contrats avec les garanties d'origine qu'on peut mener. Ça a été aussi mené. Et puis, on voit maintenant qu'il va y avoir des accords de branche troisième génération où on va devoir aller beaucoup plus loin, aussi bien sur les scopes que sur le type de contrat, parce qu'on va devoir aller chercher des choses beaucoup plus compliquées sur du long terme. Et donc, on a bien compris à travers votre présentation le gap entre finalement les deux choses qui se font pour le moment, c'est-à-dire le green tarif et l'autoproduction. C'est les deux choses qu'on voit fortement arriver depuis quelques années. Et il manque ce gap entre les deux, de PPA, VPPA, contrat, certification, garantie entre le producteur renouvelable long terme et le consommateur. Et donc, c'est une vraie thématique et ça permettait de bien placer. Donc, déjà, merci de l'avoir présenté. Grosse digestion nécessaire pour quelqu'un. Et alors, il y a quand même une question, je vais directement la lire avant de passer à la dernière présentation. Comment est-ce qu'on s'assure du respect du critère d'additionnalité s'il n'y a pas de contraintes au niveau du marché? Donc, par exemple, pour reprendre les mots de Brieuc, s'il n'y a pas d'obligé, par exemple, pour les garanties d'origine, donc s'il y a 100 GO qui sont produites mais qu'il n'y a qu'une demande de 20, dans quelle mesure ce type de mécanisme crée de l'additionnalité en présence d'une demande plus faible que l'offre, pardon. Est-ce que… Ça marche. Je vais peut-être Ouais. commencer de répondre. Il y a trois sous-catégories dans la question qui est consistante, on va dire. Un, c'est comment assurer l'additionnalité. Deux, c'est l'état de l'offre et de la demande, à minima sur la partie européenne, hein. Et trois, c'est est-ce que le prix actuel, ou en tout cas qu'on a vu récemment, plutôt parce que les prix ont un peu baissé depuis, on n'est plus sur des niveaux à 8 euros, permet d'assurer de l'additionnalité. Donc sur la première partie, assurer l'additionnalité, contrainte marché. Ce n'est pas le Far West. C'est-à-dire qu'on va avoir des contraintes que je peux qualifier comme réglementaires ou en tout cas relatives à des registres. Par exemple, en Europe, on a des registres dans chacun des pays européens où il y a un système, l'espace AIB, et au sein des pays, des registres. Ces registres-là ont des règles qui permettent de s'assurer que la JO est annulée dans un certain temps après sa production. Premier point. En Europe, le standard est 12 mois. En France, on va avoir un monthly split, par exemple, qui va ajouter plus de temporalité. Les règles diffèrent de pays à un autre, de système à d'autres. Et au-delà de ça, on a des initiatives plutôt volontaires. On mentionnait le CDP tout à l'heure, le RE100, qui va imposer des contraintes, et c'est pour le meilleur d'ailleurs, hein, pour assurer qu'il y ait le plus d'additionnalité. Quel type de contraintes? Des dates la timeline entre la production du certificat et la consommation effective de ce certificat. Pourquoi ça a été consommé? D'où ça provient? Je prends un exemple. Le RE100 décide, à compter du 1er janvier de 2024, de comptabiliser les actifs qui ont moins de 15 ans de production, qui ont été commissionnés il y a moins de 15 ans, pour promouvoir plus d'additionnalité sur des nouvelles capacités. C'est un exemple parmi tant d'autres. Et s'il y a des questions, on pourra revenir par la suite dessus. Et l'état de l'offre et de la demande, il va différer par marché. En Europe, garantie d'origine, on a une situation où effectivement, à raison, je comprends dans le commentaire entre les lignes, qu'il y avait une suroffre par rapport à la demande. Ce qu'il faut constater depuis 1 an et demi, 2 ans, c'est qu'on a une demande croissante de la part des corporates via les initiatives volontaires qui ne devrait pas cesser, sachant que nos cibles sont à 2030, 2040, 2050. Et donc en Europe, uniquement en Europe, on a un marché entre l'offre et la demande qui commence à s'équilibrer. Et c'est aussi pour ça qu'on commence à avoir de la volatilité sur les prix. Quelle direction ça va prendre?
Et donc 8, 10 euros, est-ce que c'est suffisant? Question d'opinion personnelle. Quand je vois les discussions avec des promoteurs, des développeurs, ces niveaux permettent d'avoir vraiment un vrai incentive de rassurer aussi potentiellement les banques. Ça, c'est un premier point. Et on peut toujours se poser la question, à 50 centimes, est-ce que ça permettait de promouvoir de l'additionnalité? Je ne sais pas. Est-ce qu'à 8, ça en promo plus? Certainement. Est-ce que c'est suffisant? Je ne sais pas. Très précisément, peut-être en manière très courte, quel est le mode de rémunération? C'est la même question que Proptimize, mais comment est-ce que vous vous rémunérez? On va la voir à chaque intervenant Ça veut dire que c'est pratique. Ouais. Non, en 2 mots, on n'est pas broker, on est trader sur la place, c'est-à-dire qu'on n'est pas intermédiaire. Un intermédiaire va matcher une offre et une demande en instant T et prendre une commission entre les deux. On est trader, c'est-à-dire qu'on a des books, un inventaire, autrement dit. Et l'idée, c'est d'offrir en temps réel, enfin le prix de marché. Donc, quand un corporate vient nous voir, l'idée, c'est de lui donner un accès direct au marché. Donc, derrière, il y a une question directionnelle qui est limitée parce que le but, c'est certainement pas de faire de la spéculation, c'est de rendre ces marchés plus liquides et d'apporter une pléthore d'offres en termes de flexibilité. Pourquoi? Pour s'aligner avec les contraintes RSE de nos clients corporate. Ok, merci. Je reprendrai peut-être la dernière question après, comme ça on reste dans le timing, donc je laisse la parole à Renaud. Merci. Oui, merci beaucoup à tous les deux. Voilà, donc c'est intéressant. C'était un peu plus complexe effectivement ici, mais tout aussi intéressant puisque c'était une des lignes évidemment de l'intro qu'on a fait et qui va être à mon avis complétée aussi ici par Charles Delay d'Ologie qui va nous parler des nouveaux modes d'échange et de fourniture d'énergie avec des applications peut-être un peu plus locales aussi ici dans sa présentation. Voilà. Charles, je vous laisse la parole. Bonjour à tous, je suis Charles Delay, CEO d'Ologie. Je suis très heureux de partager avec vous de nouveaux modèles innovants de fourniture ou d'échange d'énergie qui vont vraisemblablement s'imposer dans les mois et les années qui viennent pour répondre aux nouveaux besoins de la transition énergétique. Avant toute chose, je souhaitais vous présenter très succinctement la société Ologie. Ologie est une société d'édition de logiciels. Donc, nous développons maintenant et commercialisons 3 plateformes logicielles à ce jour, toutes dédiées sur le secteur de l'énergie et des utilities. La première plateforme est une plateforme ERP répondant aux besoins métiers des gestionnaires de réseaux de distribution. La deuxième plateforme est une plateforme de facturation qui équipe un très grand nombre de fournisseurs d'énergie en Belgique et en France. Et la troisième plateforme qui est celle qui sera au centre de ma présentation d'aujourd'hui est la plateforme ABO qui informatise les nouveaux modes de consommation dans le cadre de la transition énergétique. Ces 3 plateformes, nous les mettons en œuvre aussi auprès de nos clients et nous en faisons le support. Et à la demande du client, on peut également faire de la gestion déléguée de processus. Ologie aujourd'hui compte 185 personnes et fait un chiffre d'affaires de l'ordre de 20 millions d'euros par an. Comme vous l'avez certainement constaté, il y a eu un brusque changement de paradigme pour le marché de l'énergie ces 18 derniers mois, suite finalement à la diminution de la part du nucléaire, à la forte réduction des approvisionnements en gaz russe, les changements climatiques qui se font de plus en plus prégnants au fur et à mesure que le temps passe, et puis une préoccupation de l'ensemble des consommateurs, entreprises et particuliers quant à l'empreinte carbone. Et donc, finalement, il y a aussi cette vague d'électrification intensive qui débute également. Tous ces changements de contexte font que nous passons en très peu de temps d'une situation stable à contrat fixe et avec une énergie en tout cas perçue comme étant abondante
vers une situation où les prix sont beaucoup plus variables, volatiles en cours de journée. On a connu des variations de prix de l'ordre de 300 € au sein d'une même journée au début de l'automne de 2022. Il y a aussi finalement une nécessité de tenir compte du caractère intermittent des énergies renouvelables qui prennent par ailleurs une part de plus en plus importante dans le mix énergétique. Et donc, tout ça concourt à une complexité croissante, notamment dans la maîtrise des coûts. Et donc, le changement de paradigme, c'est qu'il est déjà nécessaire de piloter la consommation en fonction de la disponibilité et du prix de l'énergie à l'instant T. Dans ce cadre-là, on observe 4 nouvelles demandes récurrentes venant des entreprises et des consommateurs. Le premier ensemble de demandes a trait au choix du mix énergétique. De plus en plus de consommateurs souhaitent finalement choisir eux-mêmes la pondération des différentes sources d'énergie qu'ils souhaitent consommer, qu'elles soient systémiques, carbonées, non carbonées, en ce compris les énergies renouvelables locales. Il y a dans cette volonté de faire son choix une volonté aussi de diminuer l'empreinte carbone et de maîtriser les coûts, en partant de l'hypothèse que l'énergie renouvelable sera vraisemblablement moins chère, mais à condition de pouvoir adapter son profil de consommation à la disponibilité de ces mêmes énergies renouvelables. Enfin, comme l'a indiqué la présentation précédente, il y a une préoccupation très forte de garantie d'origine et de traçabilité, pour être certain que finalement le choix qui a été posé quant au mix a été bien mis en œuvre. Le deuxième ensemble de demandes est lié finalement au PPA, Power Purchase Agreement, qui finalement sont des contrats établis entre celui qui construit et met en place par exemple une éolienne et puis des clients qui s'engagent sur le long terme quant à la consommation des mégawattheures produits par l'installation éolienne ou solaire. Et donc, on voit aussi la multiplication de PPA qui s'ouvre aux micro-investisseurs. Les fournisseurs pensent de plus en plus à inclure ces PPA dans leur offre. Et on voit aussi des projets de développement de communautés d'énergie renouvelable ou d'opérations d'autoconsommation collective autour d'éoliennes elles-mêmes sourcées en PPA. Le troisième ensemble de demandes est lié au partage de l'énergie. Le peer-to-peer est aujourd'hui opérationnel en Flandre et les communautés d'énergie renouvelable. Nous attendons tous le décret wallon en ce qui le concerne pour finalement être en mesure de déployer ces communautés d'énergie renouvelable, soit via des ASBL et donc sous l'égide souvent d'intercommunales ou de communes ou proposées par des fournisseurs et on parlera dans ce cas-là de CER virtuels. Enfin, le quatrième ensemble de demandes a trait à l'optimisation des flexibilités et donc cela revient finalement à piloter son profil de consommation en fonction du profil de production et donc de pouvoir finalement bénéficier des meilleurs prix offerts par une source d'énergie donnée, souvent une source d'énergie non renouvelable, pour finalement abaisser le prix complet de sa facture. Et donc, pour les entreprises, des demandes de plus en plus nombreuses pour finalement gérer de façon transversale les panneaux solaires et l'autoconsommation autour de ces panneaux solaires, mais aussi finalement
la problématique de recherche des véhicules électriques pour les employés, et le consommateur se situe dans un contexte similaire. Donc, voici les 4 demandes récurrentes. Comment pouvons-nous finalement y répondre concrètement? Eh bien, en informatisant finalement encore plus les échanges entre les fournisseurs d'un côté et les consommateurs de l'autre. Et donc, cette informatisation poussée permet finalement d'offrir de nouveaux services à la carte qui vont organiser le mix de production d'une part et les demandes ou les capacités pilotables du client d'autre part, et ce, à la demande du client. Donc, le fournisseur va pouvoir finalement proposer un mix à la carte de sources de production et puis éventuellement une offre de type prix intraday offrira aussi la possibilité d'avoir accès à des PPA, organisera vraisemblablement des CER virtuels également, et il y a un intérêt de plus en plus important à la valorisation des énergies renouvelables locales, essentiellement le solaire et les panneaux solaires. Et donc, de l'autre côté, le consommateur va pouvoir finalement faire un choix vis-à-vis de ce mix de sources de production ou un choix pour une offre de type PPA. Et donc, ce choix se fera vraisemblablement selon différents critères. Le premier critère, c'est l'arbitrage du prix en fonction finalement du prix offert par les différentes sources de production, en fonction de sa volonté de limiter plus ou moins son empreinte carbone, en fonction également des capacités pilotables qui sont éligibles pour un effacement partiel ou total ou pour un déplacement de consommation. Donc, toujours dans l'esprit de pouvoir finalement piloter son profil de consommation en fonction du profil de production, et puis aussi des impératifs en termes de continuité de service et des assurances relatives à cette continuité. Et donc, non seulement le consommateur pourra finalement choisir son offre à la carte, et en fonction de l'offre, bien, il y aura des flux de messages qui vont finalement s'échanger entre le fournisseur et les consommateurs. Donc, le fournisseur enverra des profils de production la veille auprès des consommateurs pour leur permettre de planifier la gestion de leur flexibilité le lendemain. Donc, le fournisseur enverra donc toutes ces séries de messages sur les profils de production et sur les recommandations qui sont correspondantes à ces profils de production. Quant au consommateur, ben, il enverra des messages relatifs à son choix quant au mix de production, mais aussi à son profil de consommation et à ses choix en termes finalement de gestion de ses capacités pilotables, ce qui permettra finalement aux uns et aux autres de pouvoir se conformer aux caractéristiques des offres qui auront été choisies par ailleurs. Et tout ça est rendu possible par une plateforme informatique que nous développons aujourd'hui et qui permet ces échanges d'informations entre les fournisseurs et les consommateurs, et qui permet également de faire le suivi et de réconcilier finalement le transfert, le mouvement des électrons d'une part, avec finalement les mouvements monétaires qui correspondent, tout en garantissant, et c'est vraiment très important pour la crédibilité du système, la traçabilité et la contrôlabilité de l'ensemble des offres et de la mise en œuvre de ces offres proposées. Évidemment, il y aura différentes étapes dans la mise en œuvre de ce produit 2.0, un peu en fonction de la courbe d'apprentissage qui sera nécessaire de
d'expérimenter à la fois du côté des fournisseurs, mais également du côté des consommateurs. La première étape étant une plateforme informative, donc qui a pour objectif d'informer simplement le consommateur sur les sources de son approvisionnement, et donc la mise à disposition d'un portail de données qui permet aux consommateurs à tout moment de contrôler ces sources d'approvisionnement. C'est la première étape. La deuxième étape, c'est la plateforme incitative. Donc, c'est de commencer à faire varier le prix en fonction des sources de production qui sont réellement mobilisées par le consommateur, et donc d'avoir finalement un prix variable à la journée qui dépend du mix de production qui aurait été consommé effectivement par le consommateur. La troisième étape est une étape plus interactive où il y aura de l'envoi de signaux, de type des recommandations, des signaux prix aux consommateurs pour finalement l'informer, mais aussi impacter indirectement ou directement sa consommation. Et donc là, on est dans un monde beaucoup plus interactif entre les fournisseurs et les consommateurs pour arriver à l'étape ultime où il y a une automatisation finalement grâce à des algorithmes d'intelligence artificielle présents à chaque étape de la chaîne de valeur pour finalement piloter des thermostats intelligents auprès des consommateurs et donc de favoriser cette adéquation entre la consommation d'une part et la production de l'autre. Je vous montre ici un exemple du type d'écran ou du type de portail qu'un consommateur actif auquel un consommateur actif pourrait avoir accès. Donc, vous voyez qu'on présente finalement une analyse des différentes sources de production qui ont été consommées durant la journée. On voit aussi l'évolution des prix de façon tout à fait transparente pour chacune des sources de production. On voit les recommandations, donc en vert, c'est les moments de la journée où il est préférable de consommer l'électricité, et puis en rouge, les moments de la journée où il est préférable de s'effacer au moins partiellement. Et ensuite, un bilan en termes de prix, quel est finalement le budget qui aurait été consommé dans la journée pour la consommation de l'énergie. Quelques mots pour terminer sur la solution d'optimisation des flexibilités du côté du client. C'est un élément évidemment essentiel puisque tout le système va reposer demain sur le pilotage du profil de consommation pour s'adapter à la disponibilité et au prix de la production. Et donc ici, on prend finalement un exemple typique d'un client qui aurait des bornes de recharge d'un véhicule électrique, qui aurait des batteries éventuellement, qui aurait des appareils industriels sur lesquels qui peuvent être finalement pilotés et dont la consommation pourrait être adaptée en fonction des réalités du marché, et puis la production locale, solaire et éolienne. Et donc, on offre une solution qui permet d'optimiser transversalement l'ensemble de ces assets. Et donc, un petit graphique pour permettre une illustration de ce qu'il est possible de faire. Vous voyez, à gauche, vous avez un profil de consommation nette, en tenant compte des capacités locales de génération de l'énergie renouvelable. Donc, vous voyez par exemple qu'entre 10 heures et 14 heures, la
la consommation est négative, ça veut dire qu'il y a une production locale d'énergie qui dépasse le niveau de consommation. Et puis, vous avez 2 pointes entre 6 heures et 8 heures et 4 heures et 6 heures. Et donc, ce que le logiciel Optiflex permet de faire, c'est en anticipant la veille les courbes de production et de consommation d'énergie, c'est de pouvoir finalement soit effacer, soit déplacer des consommations d'énergie dans le courant de la journée. Donc, vous voyez, par exemple, que les 2 pointes, et c'est le graphique de droite, sont écrétées et que on déplace la consommation en tant que faire se peut pendant l'heure de midi où on prévoit une production d'énergie renouvelable qui peut être alors mobilisée localement également. Et donc, vous voyez directement que les pointes sont écrétées et qu'on tire parti, on tire avantage des moments de la journée où le prix de l'énergie est bas pour augmenter la consommation. Et donc, le fonctionnement d'Optiflex se base sur finalement de l'intelligence artificielle. Et tout outil d'intelligence artificielle part d'abord des données, et donc des données de consommation dans ce contexte-ci de production et des prix de marché. Et puis, on a des algorithmes de prévision qui tournent la veille et qui permettent de prévoir la demande énergétique et les coûts associés, ce qui permet en 3e étape de planifier, de calculer et de planifier la flexibilité afin d'optimiser les coûts et l'autoconsommation dans la journée qui suit. Et ensuite, on met en œuvre et donc on contrôle en temps réel pendant la journée les différents appareils et les processus flexibles en fonction du planning qui a été réalisé. Et à la fin de la journée, on dispose d'un tableau de bord qui permet de faire le bilan et de vérifier si les décisions qui ont été prises ont bien été les bonnes, soit d'un point de vue prix, soit d'un point de vue empreinte, minimisation de l'empreinte carbone. Voilà, je vous remercie en tout cas. Je suis à votre disposition pour toute question et information complémentaire, bien sûr. Renaud. Merci beaucoup Charles pour cette présentation qui est très intéressante et qui vient justement montrer des différentes manières de conclure, enfin qui va plutôt conclure les différents exposés qui ont été faits précédemment avec des solutions très pratiques qui permettent effectivement d'activer alors cette flexibilité et de mettre en place ces nouveaux modèles de partage d'énergie et de nouveaux modèles de fourniture. Merci beaucoup Charles. Merci. Donc, et voilà, c'est ici que se conclut alors notre webinaire, première session du webinaire Back to the Future of Energy. Merci à tous les orateurs, merci à la centaine de personnes qui étaient présentes dans la salle aujourd'hui. Et nous nous retrouvons alors pour la session numéro 2, le 21 mars prochain, à la même heure, à 11 h, toujours sur cette antenne. Voilà, merci à tout le monde. Au revoir.